Bonjour, donc nous allons commencer l'atelier, donc un atelier qui s'intitule du bricolage à la modélisation. Comment des équipes éducatives et pédagogiques s'approprient-elles des modèles d'expérimentation? Et on va parler plus particulièrement du cas du Gard. Donc je me présente, donc je suis Hervé Mesure, directeur de l'IFME, je serai le modérateur de cet atelier. Donc je vais vous présenter nos principaux participants. Donc, il y a d'abord monsieur Jean-Michel Gourrier, qui est directeur de la SECPA du collège Léon Daudet d'Alès. Fosdolé, voilà, c'est moi qui fourche. Madame Delphine Fouché, qui est responsable à l'ITEP Alès, Cévennes, chef de service. Donc, monsieur Boucaru, qui est responsable du suivi, donc à la MDPH, et Madame Sylvie Collomb, qui travaille également à la MDPH. Donc la genèse de cet atelier est partie du constat suivant. Donc les politiques publiques mettent en place un certain nombre de fonctions, mettent en place des services, mettent en place des institutions. Et de l'autre côté, il y a, je dirais, des enfants qu'il faut prendre en charge. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment concrètement, des acteurs de terrain arrivent-ils à se parler, à rentrer en contact pour prendre en charge des enfants, des dossiers? Comment arrivent-ils en quelque sorte à bricoler au-delà des processus ou de ce qui a été prévu formellement? Alors d'une part, comment arrivent-ils, je dirais, à tisser, à commencer à travailler ensemble? Ensuite, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Comment sont-ils soutenus par leurs différentes institutions? Et en dernier lieu, comment arrivent-ils, à partir de ces expériences, à, je dirais, les modéliser et à les diffuser? Donc, ces éléments étant précisés, je vais donc donner la parole à Madame Delphine Fouché pour, si on peut dire, lancer le bal. Merci, Monsieur Mesure. Bonjour à tous. Alors, c'est un peu compliqué d'intervenir après tous ces échanges techniques et je dirais ces témoignages d'experts qui rendent compte de leurs travaux. Nous, on est là très modestement pour vous présenter nos tentatives de bricolage qui commencent à prendre un peu forme et on en est assez fiers et on est fiers de ce qui fonctionne comme de ce qu'on repère qui ne fonctionne pas. Donc l'idée pour nous, ça a été l'ITEP Alès Cévennes, c'est un ITEP qui était précédemment à Monoblé, perdu dans la nature. Et on a un directeur, M. Lipinski, qui a œuvré pendant des années avec l'idée qu'il fallait déjà que ces jeunes qui ont des troubles de la conduite et du comportement soient au cœur de la cité, soient près de chez eux. Bon, c'est tout ce qu'on se dit depuis hier, hein, qu'ils soient présents là où ils doivent avancer pour eux-mêmes. Donc on est arrivé sur Alès en 2013, hein, c'est pas très vieux, et M. Lipinski avait fait ce travail déjà d'aller à la rencontre des collèges avant d'arriver pour préparer le terrain. Il a rencontré notamment M. Gourrier, qui est à côté de moi, et qui vous en dira quelque chose après. L'idée étant, on va arriver avec des loups sauvages, des mauvais garçons, parce qu'il y a beaucoup de garçons, beaucoup plus que de filles, des vilains, des méchants, et on va vouloir les faire rentrer dans l'école. Ça, c'est une représentation collective hein, des jeunes qui sont accueillis en ITEP. Il est évident que dès qu'on confronte ces jeunes à un collectif de pairs, ce qu'ils souhaitent tous d'ailleurs, à un collectif d'adolescents, eh bien on se rend compte que les troubles ils peuvent s'apaiser et que des choses peuvent commencer à se mettre en place. Donc je vais vous laisser dire un mot parce que vous étiez là avant que je n'arrive et ensuite je reprendrai la parole si nécessaire. Oui, bonjour. Alors, il vient d'être dit qu'en 2013, les loups allaient arriver. Mais moi, je suis arrivé dans l'établissement en 2011 et le constat, c'est que les loups étaient déjà là. Pour certains, puisque effectivement, aller dans la montagne, ils n'avaient pas très envie, ces loups-là.
Et puis, en même temps, il y en avait d'autres qui n'étaient pas identifiés. Et bon, les élèves, ils arrivent, ils sont affectés. Sur le secteur d'Alès, il y a beaucoup de familles d'accueil, donc il y a un turnover assez important. Et bon, les situations étaient là. Et en même temps, à ce moment-là, puisque vous savez, vous qui travaillez aussi en établissement, il y a des cycles de vie, comme ça, il y a des choses à un moment donné qui sont belles, puis à un moment donné, il y a des choses qui s'éteignent. Voilà. Et au moment où moi je suis arrivé, eh bien, les choses n'existaient plus. Il y avait, voilà, effectivement ces élèves-là, et puis ce qui s'exprimait dans les couloirs, dans les salles des professeurs, ou même dans la bouche aussi, dans les propos des élèves, il y avait de la colère, il y avait de l'envie de mettre ailleurs, enfin de se séparer, il y avait de la violence parfois, et pour le coup, eh bien, ça devenait, enfin, le nouveau principal, il s'est tourné, ça fait partie des missions d'un directeur de SECPA, de chercher des partenariats, de trouver des solutions, puisque bon, il y avait des élèves en classe ordinaire et puis des élèves aussi au sein de la SECPA. Alors, pour préciser aussi les choses, il y avait quand même un passif. Il faut dire quand même, quand je suis arrivé en 2011, quand on parle d'idée d'inclusion, il y avait une ligne bleue au sein dans la cour, et pendant les récréations, les élèves de SECPA, ils étaient de l'autre côté de la ligne bleue. Vous voyez un peu le cheminement qu'il y avait à faire. Et en plus, là, sur ce territoire, enfin, dans ces établissements-là, je dis bien ces établissements-là, parce que c'était aussi la configuration un peu d'établissements proches, il y a certes des SECPA avec des PE, des PLP, mais personne des gens qui étaient novices, qui étaient sur leur première année ou leur deuxième année, ou des gens qui étaient là sur un parcours, mais qui étaient novices par rapport à ce public. Donc, du coup, eh bien, il fallait tenter quelque chose, parce que ça commençait on va dire, c'était pas l'état de crise. Il y avait d'autres endroits du collège où tout allait bien, mais il y avait des endroits où c'était déjà un peu difficile. Enfin, plus que difficile même. Bon, alors, on va essayer de raccourcir un peu, mais l'entrée en matière vaut la peine d'être énoncée quand même. Donc on démarre en bricolant parce qu'on a des situations qu'on partage et qu'il y a un climat de tension sur le bassin alésien. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ici, mais c'est une ancienne cité minière avec un taux de précarité assez élevé. Donc il y a quand même un climat de tension dans le collège et dans le quartier où on arrive qui fait qu'on n'est pas forcément les bienvenus. Et on va faire un pari un peu fou au départ qui est, on va miser sur le fait que, parce que ce collège veut bien de nous, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'était le seul, ça s'ouvre en ce moment, les autres collèges ouvrent la porte, donc c'est que sûrement c'est des effets de cette ouverture première avec le collège Alphonse Daudet. On commence le travail en bricolant sur des situations et on fait ce pari fou que si nous, l'ITEP, on œuvre dans le collège pour l'amélioration du climat scolaire dans sa globalité, les élèves d'ITEP qui sont des élèves qui ont un filet de sécurité, c'est l'ITEP, qui seraient les premiers à être éjectés du collège quand la tension serait trop forte. On essaye d'avoir une vision globale. Eh bien, on va essayer d'œuvrer plus collectivement sur le collège et on va observer si ça fait de la place à nos élèves d'ITEP qui sont en marge et qui rêvent. Hein. L'idée, c'est de passer de l'idéal de l'inclusion idéale à l'idéal de l'inclusion. C'est-à-dire l'inclusion idéale, c'est un projet un peu inatteignable, mais l'idéal de l'inclusion, c'est commencer devant ses pieds, ne pas attendre forcément les conventionnements qu'on attend aujourd'hui avec force. On se sent un peu plus près d'ailleurs. Et donc, on va développer des actions dans le collège en priorité. Et les élèves qui sont déjà au collège et qui sont orientés vers l'ITEP, eh bien, on va garantir au collège qu'ils travaillent avec ces élèves-là et que si ça ne va pas, on ajuste. Même si on doit arriver à une scolarité hors collège, l'idée, c'est plus de rupture. Plus de rupture, c'est qu'il soit dans la classe ou qu'il n'y soit pas, il fait partie intégrante de la classe. C'est-à-dire aussi quelque chose qu'on a un peu oublié, et il y en a beaucoup de choses qu'on a oubliées, on le verra après, c'est aussi que quand il sort de la classe, on puisse raconter à la classe que cet élève-là, il sort de la classe, mais il fait partie de cette classe. Sa chaise est toujours dans la classe. Voilà, ça c'est des détails, mais qui n'en sont pas, en fait, qui sont fondateurs de ce qu'est le dispositif d'inclusion tel qu'on l'a pensé. Et puis ensuite, nous, on est un peu dans l'équipe de direction du collège et de l'ITEP, et on était des fervents défenseurs de l'inclusion, on avait envie de ça, mais il a fallu convaincre les éducateurs
d'aller en classe. Alors autant vous dire qu'il y en a certains, ils préfèrent éviter, et convaincre des enseignants d'accueillir des éducateurs en classe, ce qui était une autre mission. Mais quand même, on fait tous des métiers impossibles. Donc une mission impossible n'est pas censée nous faire peur. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une poignée d'éducateurs et une poignée d'enseignants qui ont joué le jeu de s'immerger dans ce bain-là et d'aller à la rencontre de l'étranger, quoi, en gros. Hein. Parce qu'on parle beaucoup d'immigration en ce moment, mais des fois, en habitant côte à côte, on est aussi étranger que... C'est une histoire de frontière. L'idée, c'était que dans cette frontière entre l'éducation nationale et l'éducation spéciale, eh ben, il y avait une porte. On a saisi cette porte et on a des professionnels qui ont œuvré et qui ont eu un espace contraint, c'est-à-dire qu'on les a forcés à y aller. Mais cette épreuve de la contrainte a dessiné un espace de créativité pour ces professionnels qui se sont mis à inventer, et pour ce gamin-là, et pour celui-là, mais aussi pour le collectif. Parce qu'on parle beaucoup d'autonomie. Depuis quand on s'autonome ? Depuis quand c'est tout seul qu'on arrive à prendre place dans la société ? Il s'agissait de donner une place collective à un groupe d'enfants, et dans ce groupe, faire confiance au point que ce groupe-là va inclure cet enfant. Autrement dit, c'est nous qu'il a fallu inclure. Ce n'est pas des enfants qui posent problème. Et aujourd'hui, on a des professionnels qui, maintenant, ont un peu pris l'habitude, et alors qu'au début, nous, on bouffait toute la place. Les directions, souvent, ou elles prennent toute la place, ou elles se retirent. Là, l'idée, c'était aussi de se faire confiance entre nous. C'était aussi de dire, moi, mon idée, elle est super brillante, mais du moment que je la confie à des professionnels, elle ne m'appartient plus. Je ne peux pas rentrer dans les détails de cette inclusion parce qu'il y a eu la création d'une unité d'enseignement, des actions connexes sur le sport et le loisir, un atelier de hip-hop, une action qui s'appelle « Je filme mon métier » où des élèves de l'ITEP et du collège partent ensemble. Un moniteur d'atelier de l'ITEP qui fait classe sur toute une journée avec un enseignant professionnel dans la SECPA de Dodé. Du coup, une classe qui, des fois, vient dans l'ITEP. Alors ça, c'était quand même... Au début, c'était pas possible. Au début, tout le monde était se stigmatiser. Parce qu'on a besoin de se sentir aussi différent des autres. On n'a pas besoin que de se sentir comme les autres. Bon, ce serait long de vous expliquer tout ce qu'on a mis en place et on serait ravis de pouvoir le partager. D'ailleurs, on en est au moment de l'écriture. On en est au moment où il faut qu'on trace ce qu'on a fait. Ça fait 4 ans. Et ce qu'on tient à dire sur le versant critique de l'affaire, c'est que ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on a mis en place des cercles de parole d'adolescents, ça pétait dans le collège. Donc le collège nous a dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas vous débrouiller pour mettre en place quelque chose comme ça ? On a mis en place ça. Et j'ai bien aimé ce qui était dit ce matin sur le formateur qui dit aux enfants trisomiques expliquez-nous ce qu'il faudrait faire avec les professionnels qui vous entourent pour que vous puissiez avancer mieux. Eh bien, les cercles de parole, c'est ça. Je vous garantis que les profs, ils se sont fait démonter au début. Mais le groupe, sans les adultes, s'est mis à trianguler. Ils ont géré entre eux. Ils se sont autorégulés. Et du prof est un con, ils en sont arrivés à « ouais, mais qu'est-ce qu'on lui fait subir, nous ? Pourquoi on ne supporte pas que lui, c'est lui qui sait, et nous, on est considérés comme ceux qui ne savent pas ? Comment on arrive à réduire cet écart ? Les adolescents, pour eux, ça, c'est naturel. Il suffit qu'on dessine l'espace dans lequel ils peuvent s'exprimer pour que ça vienne. Et donc ça, eux, ils l'ont fait. La partie la plus difficile, c'est celle de travailler avec les enseignants. Je parle de mon regard d'ITEP. Je pense qu'il pourrait dire la même chose sur nous. Monsieur Gourrier en dira peut-être quelque chose. La partie la plus difficile, c'est le regard qu'ils ont sur nous et qu'on a sur eux. Et d'ailleurs, j'ai des excuses à présenter à l'éducation nationale. Parce que nous, les éducateurs, avec nos certitudes aussi d'éducateurs devant un métier impossible, enseigner, éduquer, soigner, on n'a pas fait vraiment attention au fait que c'est aux professeurs qu'il aurait fallu donner la main pour choisir l'élève qui aurait une place et gagnerait à faire partie d'un groupe de parole, pour participer au projet de cet élève-là qui, s'il allait faire un tour du côté de l'équitation thérapeutique, eh bien dans la classe, il aurait plus de facilité à prendre place. Enfin voilà, bref, je ne vais pas vous la faire en totalité, mais on a raté quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Nous, on en est là à se dire, ça y est, on a compris un truc fondamental et qu'on voulait vous transmettre, c'est
il faut considérer les résistances des professeurs et même des syndicats comme valables. Si on n'intègre pas les résistances et les freins comme étant valables dans la construction, on parle dans l'entre-soi et on parle entre convaincus et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est d'aller, comme avec les troubles des gamins dont on s'occupe, travailler là où ça n'est pas valable. Là où la résistance est forte. Ben oui, là où c'est pas valable, là où on considère que c'est pas valable, c'est valable. C'est-à-dire que nous, on essaie de s'enseigner maintenant de ceux qui ratent. Ceux qui ratent, on l'a appris tous depuis qu'on est tout petit. Ça fait de nous qu'on n'est pas bon. Sauf qu'il n'y a pas d'autre manière d'apprendre. Une réussite, c'est une acquisition, c'est réglé. Apprendre, c'est forcément sur une erreur. Donc voilà comment nous on bricole. On bricole à partir de ceux qui ratent. Nos cercles de parole, c'est des professionnels qui partent avec un groupe de 12 gamins, toujours au même endroit, toujours à la même heure, avec 3-4 règles pour que ça tienne. Et des adultes qui, a priori, se la bouclent. Il y en a un qui est garant du cadre et l'autre, il n'a pas la parole. Et la semaine d'après, ces adultes qui ont mené des cercles un peu partout se retrouvent et se parlent. Et ça coince. Et au début, on est parti de « mais ces enfants, ils ne comprennent rien au cercle, ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux, c'est insupportable ». Et c'est devenu « je ne sais pas ce que je fous là. Qu'est-ce que moi, comme adulte, je fais dans ces cercles-là » Et si moi, je ne sais pas ce que je fais là, ils ne peuvent pas, eux, prendre leur place puisque je ne la leur donne pas. Voilà, pour faire un tour sur l'idée de l'inclusion, c'est pas l'un sans les autres. C'est-à-dire, on s'occupe d'une situation d'un enfant, oui, mais c'est bien le collectif qui aura la réponse. Et pas forcément l'adulte en tant que moi, Delphine Fauché, mais l'adulte en tant que tenant la place des adultes, qui est une référence pour les ados qui essayent de bricoler à côté. Voilà, merci. Ce que je vous propose, c'est également de commencer à dire un petit peu votre point de vue. Donc, je vais présenter aussi Madame Abeg, qui est donc médecin coordinateur au MDPH. Donc, je vais un petit peu demander de votre point de vue ce que vous pensez de ce qui a été pu être dit là. Oui, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Laurent Boucaru, comme ça a été dit, donc, je travaille à la MDPH. Je suis référent établissements médico-sociaux, enfants, adultes, et plus particulièrement sur le secteur enfants. Voilà, ça fait maintenant depuis que la MDPH est créée, donc je travaille là. Donc voilà, à l'écoute de ce qui vient d'être dit, on voit tout le chemin parcouru depuis la loi de 2005, où effectivement, on nous demandait, à l'époque, c'était pas la MDPH, c'était la CDES, de prononcer des orientations vers des établissements médico-sociaux. Donc la CDES délivrait une notification d'internat, de demi-internat vers un ITEP. Et puis voilà, après, ce qui se faisait dedans, ça appartenait à l'établissement. Et on nous demandait de choisir, enfin, quelque part, c'était soit l'enfant relevé d'un établissement, soit il était un milieu ordinaire. Mais ce partenariat, tout ce que vous venez de décrire, ce parcours, quelque part, on ne savait pas lieu, ou alors peut-être de très petits exemples, mais ce n'était pas le lot commun. Maintenant, j'ai envie de dire, ce bel exemple que vous venez de décrire, il a tendance à se reproduire à beaucoup d'établissements mettent en œuvre comme ça des partenariats de plus en plus, et c'est ce que veut l'éducation inclusive, ce qu'on appelle l'éducation inclusive. Et voilà, et nous, on nous demande, et on le fait, donc là, je laisserai après la parole à Marie-Françoise et à Sylvie. Et nous, maintenant, on essaie d'accompagner au mieux ces projets qui se font au plus proche des jeunes que vous accueillez. Voilà, nous, on est là pour mettre du lien, mettre du rouage, être un facilitateur, en fait, de ce que vous, sur le terrain, vous arrivez à faire. Voilà, je vais... Oui, bonjour. Donc moi, je suis Sylvie Coulon. J'ai en charge les équipes d'évaluation au niveau de la MDPH, évaluation et accompagnement. C'est vrai que moi, j'ai un maître mot, c'est de dire humilité dans tout ce qu'on peut mettre en place et comment on peut avancer. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert le champ du handicap au moment de la création de la MDPH. J'étais plutôt sur le versant personnes âgées. J'ai une formation de travailleur social. Et c'est vrai que quand je vois le travail qui a été accompli, et en particulier en termes de partenariat, et en termes de... En plus, nous, on représente une administration, donc ça veut dire, Laurent parlait des notifications, on nous présente une situation, il y a une demande, on a une notification, ça rentre dans une case, on passe au dossier suivant, voilà. C'est plus de ça dont il s'agit. Effectivement, on est
dans des dispositifs, des démarches qu'il faut. Alors bien sûr qu'il y a une grande majorité de situations qui vont caler, etc., et pour lesquelles on va avancer de manière... Mais l'important, c'est bien ce travail avec l'ensemble des partenaires qui doivent se parler et qui doivent surtout s'écouter, et de pouvoir, pour chaque enfant pour laquelle la situation est bien sûr plus compliquée, de pouvoir arriver à trouver ces bricolages, parce qu'on fait du bricolage à longueur de journée. Dans les équipes pluridisciplinaires, donc, les situations sont examinées au sein d'équipes pluridisciplinaires avec des intervenants extérieurs qui peuvent être un directeur d'ITEP, un directeur de SECPA, une assistante sociale d'un établissement, etc., une psychologue scolaire, de pouvoir bricoler, et nous, MDPH, d'arriver à mettre, là aussi, je crois que c'est humilité, et mettre de l'huile dans les rouages pour arriver à avoir un accompagnement et répondre à ses besoins, voilà, et plus une situation, une notification, ou voilà. Ça, je crois que c'est comme ça qu'on avance. Et en ce qui concerne l'école et le médico-social, c'est vrai que même si la route est encore très longue, on voit bien les progrès qui ont été faits depuis. Et c'est bien ce bricolage au départ. On essaie des choses, ça marche pas, puis ça fait tache d'huile. Et puis après, voilà. Et les dispositifs ITEP, effectivement, là aussi, ce fameux dispositif, c'est arrivé comme ça. On a commencé à se dire, mais un gamin, on peut pas d'entrée lui donner une notif avec voilà. Non, il y a un peu de ça, un peu d'école, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Je crois que ça, c'est important à prendre en compte, et je crois qu'il faut continuer dans ce sens, même si on est loin d'avoir résolu. Voilà. Je ne sais pas si... Marie-Françoise, peut-être... Oui, bonjour, docteur Abeg. Donc, moi, je vais rajouter simplement parce que tout ce qui a été dit, c'est merveilleux. C'est l'évolution, et ce qu'on essaie de faire, effectivement, à la MDPH, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, c'est vrai. Et d'autant qu'il y a le dispositif de réponse accompagnée qui débute et qui exactement décrit, comme on disait, là, c'est patchwork qu'on essaie de mettre autour des enfants ou des adultes. Là, c'est des enfants, mais c'est pareil pour les adultes. C'est-à-dire que la solution idéale, c'est peut-être un institut, un établissement, mais qu'in fine, il n'y a peut-être pas assez de place à un moment donné, et que peut-être ce n'est pas la solution finalement qui correspondrait à la personne. Et on fait un bricolage dans le sens où il y a un peu d'hôpital de jour, un peu d'établissement, un peu d'inclusion scolaire, très important. Et je dirais que les partenariats avec l'éducation nationale est très fort avec la MDPH, et on essaie de travailler au mieux pour avancer. Et là, avec les établissements, c'est pareil, on a toujours eu un lien particulier qui est renforcé par cette réponse accompagnée pour tous. On essaie de tisser des liens pour trouver les meilleures réponses, les plus adaptées en tous les cas pour la compensation du handicap des enfants qu'on nous présente en dossier. Ou voilà, c'était plus pour redire un petit peu ça. Voilà.